Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une application météo en s'aidant de l'API de ce site-là. Donc évidemment, je vous invite à regarder le tutoriel sur l'explication de comment comprendre l'API. Et du coup, nous, on va tout simplement créer une application sur iPhone. Donc du coup, ici, on pourra choisir sa ville et rechercher le temps qu'il fait actuellement et voir les prévisions sur 5 jours. Donc comme d'habitude, on va créer une application single view. Moi, je vais tout simplement l'appeler météo et on va tout décocher ici. Donc du coup là, c'est parfait. Aussi, chose très importante avant de commencer le tutoriel, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que ce serait trop long de montrer exactement toute la création, enfin d'expliquer toute la création de l'application. Mais il faut connaître un peu déjà la programmation orientée objet, surtout avec les classes, les notions de CG, savoir comment récupérer un flux JSON, comment bien manier l'interface graphique et aussi les table view. Donc je vous laisse les liens dans la description si vous ne connaissez pas déjà ces notions-là. Dans tous les cas, je vais tout montrer, mais je ne vais pas expliquer forcément en détail. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que avant de commencer à coder l'application, il faut quand même structurer ces données. Donc que ce soit sur l'interface graphique ou que ce soit dans le code. Donc premièrement, on va commencer directement sur l'interface graphique. Donc on va structurer nos données. Donc ce qu'on veut ici, nous, dans l'interface graphique, c'est qu'on veut une image en fond d'écran qui va montrer à peu près le temps actuel. On veut aussi un label qui va afficher la température, et etc. On pose l'image. Ici, chose trop importante, comme notre application est disponible sur toutes les tailles d'écran, il faut évidemment utiliser les contraintes ici. Donc, du coup, on sait que ici ça va être, on va coller finalement l'image view en haut de l'écran. Donc là je mets moins 20 pixels tout simplement parce que 0 ça correspond à voilà, ça correspond à ça, et moins 20 pixels ça correspond à ici. De même ici pour là on voit que là ça sera 0, là ce sera moins 20 pixels, ainsi de suite. Sauf en bas où on voit directement, enfin normalement où 0 est directement ici. Donc c'est parti, on utilise les contraintes. Donc voilà, le plus important c'est de bien voir les bonnes informations ici et de bien faire attention que tout est en rouge ici. Donc là on peut ajouter les 4 contraintes et automatiquement on voit que l'image view prend toute la taille de l'écran et que bien sûr en changeant d'iPhone ça va toujours rester la même chose. C'est-à-dire que là par exemple je peux faire un essai très vite fait. Voilà, même sur un iPad, l'image view va s'agrandir automatiquement ou même sur un petit écran. Ce qui ne serait pas le cas si on l'avait fait manuellement ici. Donc voilà, si on l'avait fait les trucs comme ça n'aurait pas fonctionné de la même manière. Donc il faut faire très attention, il ne faut jamais changer les dimensions avec ça, mais plutôt changer les dimensions ici. Et après aussi, si vous avez fait une erreur dans vos dimensions, il y a toujours la possibilité de retrouver ici en sélectionnant nos contraintes ici. Donc là on voit la contrainte de droite, contrainte de gauche, et ainsi de suite. Donc là, ça va être notre image de fond, et aussi on va ajouter une view qui tout simplement va se mettre par-dessus l'image. C'est-à-dire que là, ici, on voit l'image sera en dessous, et là, juste en dessous, juste au-dessus, on aura une view qui là va prendre un fond noir transparent. Donc fond noir ici, et on va lui mettre un peu transparent, on va mettre à peut-être 70%, on pourra changer à la suite. Donc là de même on va faire en sorte que ça prenne la taille de tout l'écran, voilà, et à l'intérieur on va mettre nos labels. Donc bien sûr vous choisissez votre position, mais moi je vais respecter une certaine logique. Donc ici je vais commencer par mettre mon label. Donc là encore une fois, ce que vous positionnez ici c'est pas important, dans tous les cas vous pouvez le poser n'importe où, et ici on va ajouter la contrainte qui déjà va dire qu'on va mettre dans tous les cas au milieu horizontalement, c'est-à-dire qu'on va la mettre sur cette ligne là. Peu importe la taille de l'écran, ça va toujours rester au milieu. Voilà. Et là on va lui ajouter une contrainte, on va dire qu'à partir de la ligne du haut on va partir à 52 pixels, pourquoi pas.
Bon, les 50. Là, on va pas toucher au reste et on va jouer sur la largeur du label. Donc la largeur du label, on va lui mettre 100 pixels, ce sera pas mal. Et là, on fait ajouter. Donc voilà, ici, on va changer la dimension du label. Voilà, on va lui mettre à 50 pixels. Donc là d'ailleurs on voit que finalement 100 pixels c'est pas suffisant, donc on va aller changer la largeur ici, donc on retrouve ici Edit, on va peut-être mettre à 100 pixels, donc là c'est très bien. Donc là ce sera pour afficher la température. Maintenant on va remettre une image. La chose intéressante, on peut coller à droite et à gauche à 0 pixels, tout simplement pour dire que finalement le label va prendre toute la dimension de l'écran, peu importe la dimension, enfin peu importe la dimension de l'écran finalement. Donc du coup on va pas jouer sur les contraintes de largeur, on va directement coller aux deux bouts de l'écran. Donc comme ça c'est plus simple. Et après à l'intérieur du label, on lui dit que c'est affiché au milieu. Donc du coup là c'est parfait. De même aussi ici, au milieu, on met en blanc. Donc là comme je vous l'ai dit, imaginons on est sur iPad. Là vous voyez que tout correspond bien. De même sur un petit téléphone, tout correspond bien aussi. Donc c'est parfait. Donc maintenant on va venir lier ça au code. Donc comme d'habitude on laisse CTRL appuyé et on fait un drag and drop. Là d'ailleurs les fonctions qu'on n'utilise pas, on peut les supprimer ici, on va jamais l'utiliser, donc on peut facilement supprimer cette fonction. Là maintenant on met une fonction pour le bouton. Donc on fait bien attention ici de mettre action et de type ici UI bouton. C'est-à-dire que c'est uniquement lorsqu'on appuiera sur un bouton de type UI bouton qu'on pourra appeler cette fonction qu'on va appeler rechercher. Pour l'autre bouton ce sera plus spécifique, donc on va voir ça après. Et aussi j'ai oublié de mettre un label en bas, en tout cas pour moi, pour tout simplement dire la date de mise à jour de la météo. Donc je colle en bas à droite, je colle en bas tout simplement. Je mets en blanc et je baisse la taille. Aussi il ne faut pas oublier notre image de fond. Donc là on voit qu'on ne peut pas la sélectionner ici, mais on peut aussi la sélectionner directement ici. Donc là c'est parfait pour la structure visuelle. Maintenant on va passer pour la structure au niveau du code. Donc là je vais créer une classe que je vais appeler météo. Donc pour créer une classe c'est facile. Donc voilà, rien de compliqué, on crée une classe du même nom que le titre du fichier météo.swift qui va contenir la classe météo. Donc à l'intérieur on va mettre les informations utiles pour nous. C'est-à-dire que là ça va correspondre en fait finalement au retour JSON de l'API. Donc comme on se souvient ici, l'API nous retournait ces informations là. Donc nous, les informations qui nous intéressent uniquement, c'est celle-ci, celle-ci, et la date. Donc le reste ici on va pas l'utiliser. Donc on va faire une classe en fait qui va uniquement prendre ces informations là. Donc là aussi c'est très bien de spécifier les types. Donc là vous allez voir pourquoi je crée toutes ces variables là, vous allez comprendre. Donc là c'est le plus important, on va créer finalement le constructeur de la classe. Et on va lui dire uniquement qu'on veut les paramètres suivants. Donc du coup Unix qui va correspondre à la date ici. Donc on voit bien que c'est un entier. Donc bien sûr on met le nom qu'on veut, hein, c'est pas important, hein. Là j'ai décidé de mettre Unix, vous pouvez mettre DT aussi si vous voulez. Là un paramètre température de type double.
et l'id de la condition de type int. Donc on voit aussi ici, la condition c'est ce qu'on voudra récupérer, et la température ici de type double. Donc premièrement ici, avec finalement, donc déjà juste pour vous expliquer ici ce qu'on a fait ici, c'est tout simplement que lorsqu'on va créer une instance de la classe météo, donc bien sûr si vous avez jamais vu les classes, je vous invite à regarder un tutoriel sur les classes. Donc ici, si je fais une classe que j'appelle M, enfin une instance que j'appelle M, et que je lui dis de type météo, voilà. Et là que j'instancie, et bien là je mettrai les valeurs ici. Donc par exemple ça, la température actuelle, on va imaginer 20,5 degrés, et l'id de la condition, on va imaginer 800. Du coup, grâce à ça, je pourrais par exemple faire des prints de m. Et là, on va voir toutes les variables qu'on a créées finalement à l'intérieur. Donc température, nom de l'image, description, etc. Donc du coup, le principe, c'est que par exemple, là, on voudra afficher datString. Sauf que pour l'instant, on ne l'a pas mis en paramètre datString. Donc du coup, on va le créer à l'intérieur de ce constructeur. Du coup, on va récupérer le int Unix et on va convertir ça en date. C'est-à-dire que là, on peut imaginer aussi créer une fonction à l'intérieur de la classe, il n'y a aucun souci. Et je vais l'appeler traité-date, qui va prendre en paramètre un Unix, donc le int. Donc du coup, comme je l'avais dit aussi dans l'ancien tutoriel, pour convertir finalement du int en une date normale, on va utiliser cette méthode. Donc là, c'est un peu spécial, mais en fait, on va créer d'abord une date de type nsDate, et on va lui dire le temps depuis 1970. Et là, on va utiliser une conversion de team interval, enfin de Unix vers team interval ici. Parce qu'en fait, le Unix, donc c'est-à-dire que la date qui est renvoyée ici, il faut savoir que c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que là, on retrouve en fait le temps d'intervalle depuis 1970. C'est en fait le nombre de secondes finalement depuis le 1er janvier 1970. Donc ici, on a notre date. Sauf que nous, on ne veut pas s'arrêter là. On va aussi créer là quelque chose de type date. Et c'est tout simplement la conversion de notre nsDate vers le type date. Donc là, encore une fois, ça va nous permettre de faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire là, transformer finalement la date qu'on a ici en string. Du coup, pour ce faire, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va utiliser un type date formatter. Et on va utiliser l'attribut dateFormat qui va nous permettre de formater notre date. Donc du coup, là, il faut savoir que on va utiliser ça de manière comme ça. Et je pense que c'est parlant assez vite fait. Donc là, ici, jour. Donc du coup, on va utiliser le jour, c'est-à-dire que par exemple, on veut que notre date. Là, ici, on imagine qu'on veut que ça nous affiche par exemple 3 mai 2017 à par exemple 21h. Ah ben, du coup, en fait, il faut savoir que ici, ça va correspondre à 2D. Là, ici, MM, ça va correspondre au mois. Et là, l'année, on va mettre en format 4 caractères. Donc c'est vraiment très très parlant. Hein. Et là, on va mettre notre A. Et là, on va utiliser HH pour l'heure sous... C'est-à-dire que ici, imaginons qu'on mettait par exemple ici H. Bon là, ça nous aurait retourné 21h. Mais imaginons qu'il par exemple il était 9h, ça nous aurait retourné ça. Là maintenant, si on met HH, ça va nous retourner 09. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. Et là ici, MM pour les minutes. Donc je vais garder peut-être en commentaire ici, si ça vous parle. Et voilà, grâce à ça maintenant, on va pouvoir finalement prendre la variable ici et mettre à jour, au lieu de laisser une chaîne de caractères vide, on va tout simplement mettre à jour ici. Du coup, on va utiliser self.datString, donc tout simplement pour faire pointer vers, vers la variable qu'on avait créée avant. On va utiliser dateFormatter.string. Depuis finalement la date qu'on a créée ici. Donc du coup,
date. Donc là c'est parfait, ici on l'a converti, finalement notre date qu'on l'a pris ici en type entier, on l'a converti en string. Donc du coup là on va faire appel à cette méthode ici, donc la méthode qu'on a créée ici, elle va pas s'appeler toute seule, donc on va faire ici traité date, et là le paramètre ça va être unix, qui est le paramètre entré ici, et du coup le paramètre entré ici. Donc du coup là si je lance mon application, datestring va bien être rempli. Donc là on l'a bien le 3 janvier 1970 à 17h32. Donc du coup là c'est par rapport à l'Unix que j'ai mis ici. Mais imaginons que par exemple là je prenne l'Unix d'ici. On l'a le 13 mai 2017 à 14h30 et du coup ça correspond à aujourd'hui. Donc là on voit ici que l'heure où j'ai généré en tout cas ce flux, c'était vers les 14h30. Donc là on va pas s'attarder dessus. Là ici vraiment j'ai créé une classe, c'est vraiment pour avoir quelque chose de structuré vraiment très facilement qu'on peut utiliser après. C'est-à-dire que ici on a juste qu'à créer ça et automatiquement on a notre date string. Donc du coup toute la fonction se passe à l'intérieur de la fonction météo. Donc du coup là c'est parfait. Maintenant aussi pour la température, ben là c'est très facile. Depuis le paramètre temp, on va pouvoir remplir température. Donc là, rien de sorcier, self.température est égal au paramètre temp. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à regarder la programmation orientée objet avec les classes avec Swift. Donc là, maintenant, à partir de la condition, on va vouloir remplir le nom de l'image et la description. Donc là, encore une fois, on va créer une fonction, ce ne sera pas très compliqué. On va prendre en paramètre un ID, et là, on va faire un switch avec l'ID rentré en paramètre. Donc du coup, là, on va aller d'abord, en tout cas pour vous expliquer très rapidement, si je fais ça ici, c'est un peu la même chose que les conditions if. Si je mettrais une autre case ici, par exemple, je dis entre 4 et 193, par exemple, et ben là, on fait notre truc, etc. Donc là, c'est juste un exemple. Mais du coup, là, on veut faire quelque chose de concret. Là, j'ai fait... donc c'est tout simplement des conditions. Hein. Donc si ID est égal à 1, si ID est entre 4 et 193, et ainsi de suite. Et ici, le code par défaut, c'est-à-dire que ça correspond à aucune des conditions qui sont ici. Bon, ça, on va rester comme ça. Et là, j'ai fait ça pourquoi? Parce que le site, comme on l'avait vu la dernière fois, nous proposait une liste de conditions. Donc voilà, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'ici, on s'aperçoit que maintenant que... Donc nous, on va quand même faire des choses assez simples. Ici, moi, je regarde l'icône. C'est-à-dire qu'ici, on a cette icône-là. Pour ID allant de 200 jusqu'à 232. Donc du coup, là, on va faire notre truc. ID allant de 200 à 232, eh ben, on va mettre le nom de l'image. Et on va changer la description ici. Hop, là, je me suis gouré. Voilà. Donc de 200 à 232, on va utiliser 11D et on va dire qu'il fait de l'orage. Donc bien sûr, là, vous pouvez rajouter d'autres propriétés, par exemple. Hein. Enfin, par exemple, une émoticône qui dit oh, je suis fâché, il fait de l'orage, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je mets tout simplement orage. Et on continue avec les cases. Donc voilà, là j'explique très brièvement de 300 à 321 ou de 220 à 531, donc 520 à 531, on va avoir de la pluie nuageuse, ainsi de suite. Donc de 520 à 531, on s'aperçoit qu'on a de la pluie avec un peu de nuages. Donc moi j'ai mis ma description en disant pluie nuageuse, bien sûr vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment pas important du tout. Et là par défaut, eh ben, on va mettre peut-être le ciel clair. Bon, logiquement on est censé ne jamais arriver dans défaut, mais en fait c'est tout simplement ce qui signifie le else. Si vraiment il n'y a rien qui correspond à ça, on va quand même dire que on va tricher en disant il fait quand même un ciel clair, même si c'est pas vrai. Donc maintenant là, encore une fois, eh ben, on va appeler ici dans notre constructeur la méthode traité condition et on va dire l'id c'est l'id de la condition. Ce qui va dire que là tout va être rempli et du coup nous très facilement, lorsqu'on a mis l'id de la condition à 800 ici, on pourra
afficher le m.description ou nom de l'image. Donc là, on va mettre description. On va mettre aussi m.image. Donc là, voilà. Quand l'ID de la condition est à 800, on a un ciel clair avec l'image 01D. Quand on est à 800, et bien du coup, on est bien ici. Donc du coup, les informations sont bien prises en compte. Donc là, tout simplement, encore une fois, je répète, j'ai mis dans une classe pour que ce soit très très simple de modifier les valeurs ici et d'avoir directement toutes les informations. Et du coup, toutes les informations, c'est-à-dire automatiquement la date sous forme string, la température, la description, le nom de l'image. Donc du coup, maintenant qu'on sait qu'on a tout ça, on va pouvoir alimenter finalement les images de fond, le degré, l'icône, etc. Alors pour l'image, c'est tout simple. On prend le nom de la variable, image de fond, .image, et là on va utiliser un UI image avec le nom de l'image, et du coup là le nom de l'image, c'est ici qu'on met le nom de l'image, c'est-à-dire que par exemple je mets 01d.png, et automatiquement en fait ça va aller chercher une image dans notre application. Donc pour l'instant on n'a pas nos images dans l'application, je vais le faire très rapidement. Je vais créer un groupe que je vais appeler IMG. Et il faut savoir aussi qu'un groupe, c'est pas un dossier, c'est-à-dire que, même si ici on croit qu'on a un dossier, finalement nos images vont être mises à la racine de l'application. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour l'instant, je vais aller chercher mes images. Donc bien sûr, les images, je les ai prises sur internet. Donc là, par exemple, je montre un exemple. J'ai tapé icônes, etc. Là, par exemple, j'ai trouvé mes icônes ici. Et par exemple, les fonds, par exemple ici, j'ai tapé nuageux, etc. J'ai trouvé cette image-là. Donc vraiment, c'est très facile. Donc du coup, j'ai tout préparé ici. J'ai remis avec le même nom que le site. Donc 01D pour voir ensoleillé. Et 01D ici, j'ai mis un préfixe F- pour signifier que là, ça va être le fond. C'est-à-dire que ici, on aura 01D, ce sera l'image de fond, et là, l'icône. Ainsi de suite ici. Donc du coup tout ça on va l'importer dans notre dossier, dans notre projet. Donc voilà, donc là je vais tout simplement vous montrer quelque chose de... Je montre avec l'explorateur de fichiers. On s'aperçoit que dans le projet on n'a pas de dossier comme je vous l'ai dit, image. Donc vous voyez, même si ici c'est structuré dans image, ben notre projet, lui, met directement les images à la racine. Et c'est pour cela que ici, on fait directement appel à 01d.png. Il va directement aller chercher 01d.png et il va nous afficher ça. Donc là, je vais peut-être utiliser l'icône qui va être plus parlante. Parce que là, c'est l'icône dans tous les cas. Donc voilà, icône qui on l'a créé ici. Donc là, voilà, vous voyez, on retrouve bien notre soleil ici, qui est rempli directement grâce au code. Donc du coup, là, évidemment, le string qu'on veut mettre, c'est le m. Non image. Voilà. On va faire de même pour le fond. Donc l'image de fond, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement préfixé de f-, donc comme je l'ai montré ici. Donc du coup on ne le voit pas forcément ici, mais l'image de fond a bien été rajoutée en dessous. Et toujours notre icône. Donc du coup là on voit bien que l'icône, elle est par rapport à du 800. Imaginons là par exemple je vais mettre la condition à 300, on va voir ce que ça donne. Donc du coup là on voit quand on met 230, eh ben, on a du nuageux par derrière. Donc aussi ici là c'est juste au niveau de l'interface graphique, j'ai oublié de préciser, donc je vais retourner dans mon storyboard. Je vais sélectionner l'image de fond, parce que l'image de fond on a un petit problème, c'est que nos images ne sont pas de la même dimension, donc il faut essayer de faire un compromis avec toutes les images. Donc du coup ici je vais sélectionner mon image de fond. Et je vais lui ajouter un mode, c'est-à-dire qu'ici on a plusieurs modes. On peut soit centrer l'image, donc du coup centrer l'image, bon là on va pas le voir, mais ça va tout simplement, si l'image elle est rectangulaire, ben, l'image va faire par exemple cette dimension là. Mais nous ce qu'on veut c'est que ça prenne toute la taille de l'écran. Et du coup on va utiliser Aspect Fill. C'est vraiment le truc le plus utilisé lorsqu'on veut mettre une image en fond d'écran. C'est-à-dire que même si toute l'image ne va pas être affichée, c'est pas important. Dans tous les cas, la dimension de l'image va être... Enfin, le ratio de l'image va être respecté. Donc voilà, ici, on retrouve bien nos choses. Si par exemple, on tourne l'iPhone, on voit quand même qu'on a un peu plus de détails sur l'image. Mais dans tous les cas, l'image va toujours prendre la taille de l'écran. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc là, juste pour vous montrer, l'image de base...
c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc voilà. Donc là, on retrouve bien qu'on a bien notre view par-dessus ici, qui est un peu noir avec de la transparence. Donc imaginons que je mettais du rouge, on allait voir notre image avec du rouge en transparence. Donc là, c'est très bien, on va continuer à alimenter nos données. Donc voilà, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, tout a bien été rempli, la description et la température. D'ailleurs, là, on voit qu'on a un petit souci au niveau de la largeur du label. Donc là, on va tout simplement... N'oubliez pas, c'est pas comme ça qu'il faut modifier les choses. Ça va strictement rien changer. La chose qui va vraiment strictement changer quelque chose, c'est ici. On va mettre 200 pixels. Même 250, je pense que ça devrait le faire. Après, il ne faut pas oublier que par rapport aux écrans, en tout cas, le plus petit iPhone, donc oui, voilà, donc ça va. Le plus petit iPhone, je crois, il fait peut-être 350. Donc c'est largement bon, 250 pixels de largeur. Bon, là, je vais pas recharger l'image. Dans tous les cas, on l'a compris. Ça, on va préférer le mettre dans une fonction à part. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais créer une fonction ici. Fonction que je vais appeler afficher. Qui va prendre en paramètre... on va garder M. Qui va être de type météo. Donc c'est-à-dire notre classe. Et on va tout simplement faire un copier-coller. Il n'y a rien de compliqué. On met tout simplement ça dans une fonction, donc ça va rien changer du tout à notre affichage. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'appeler la fonction ici. On va mettre en paramètre notre type météo, et du coup notre variable s'appelle M. Donc du coup ici on met M. Donc imaginons ici je l'avais appelé météo, et bien du coup ici je fais bien appel à météo. Et automatiquement ici dans afficher, le météo va être remplacé par M, et du coup à l'intérieur de la fonction uniquement on aura une variable M qui sera uniquement disponible à l'intérieur de cette fonction là. Donc là c'est parfait, et maintenant ce qu'on veut c'est qu'on va pas créer directement on veut pas créer à la main notre météo, on veut utiliser évidemment les données de l'API, et du coup ces données ici. Donc pour l'instant je vais mettre en commentaire. Donc là j'ai fait un copier-coller assez bref, donc du coup je vous invite à regarder le tuto sur comment récupérer les données d'un JSON. Mais tout simplement ici là je vais mettre l'URL de l'API, et du coup cette URL là. Et automatiquement JSON result va tout simplement correspondre à tout ce qu'il y a entre crochets ici. Donc du coup finalement à tout le JSON. Donc nous ce qu'on veut utiliser c'est l'attribut with et main. Enfin main et dt. Donc du coup on va les sélectionner tout simplement. Aussi petite particularité, c'est que ici notre attribut ici est un tableau, et à l'intérieur du tableau on va prendre toujours la première valeur. C'est à dire que même si on imagine qu'il y a une deuxième valeur dans le tableau, on va toujours prendre la première valeur. Donc là on va commencer par ça. Donc du coup comme je l'ai dit, tout est dans le JSON result, et là ce qu'on met ici, ça correspond parfaitement à ce qui est ici. Et là, comme j'ai dit, c'est notre type array, donc on met ns. Donc comme je l'ai dit, on va prendre uniquement la première valeur. Donc du coup, maintenant qu'on l'a array, on va créer une autre fonction qui s'appelle wither. Cette fois-ci, je vais utiliser ma variable. Comme c'est un array, on sélectionne le premier élément. Donc 0, ça commence toujours par 0. Là, cette fois-ci, next ns dictionary. Donc là, qu'est-ce qui est de type aussi ns dictionary? C'est le main. Donc je vous apprends strictement rien du tout. Je réutilise JSON result. Donc là, comme je vous l'ai dit, le main, c'est tout ce qui correspond à ça. Et on va prendre aussi dt. Et là, on voit que dt, c'est pas de type NSArray, mais c'est directement un entier. Donc comme je l'ai dit, les NSArray, c'est ce qui commence par ça. Et les NS Dictionary, c'est ce qui commence par ça. Donc du coup, le main, on voit bien que c'est un NS Dictionary et qui va contenir plusieurs valeurs. Donc du coup, là, le plus important, c'est vraiment ça et ça. C'est-à-dire que là, même si vous changez le nom de vos variables, c'est pas important. Si par exemple ici, je voulais l'appeler RTG,
Dans tous les cas, c'est ça qui va faire référence au main du fichier JSON. Mais pour rester cohérent, on met la même chose. Donc maintenant, ce qui nous intéresse uniquement dans la variable ici, c'est qu'on sait que cette variable-là contient un ID. Donc du coup, l'ID, c'est voilà, c'est ça. Donc ça contient un ID. Et je profite aussi pour montrer, le main va contenir quelque chose qui s'appelle temp. Et c'est uniquement ce qu'on va récupérer. Donc voilà, là j'utilise ma fonction, ma variable. Je dis, on précise l'ID de type int et la température de type double. Donc maintenant ici, on peut finalement recréer notre objet météo grâce à ça. Donc du coup, je refais le copier-coller. Ici, à la place de Unix, eh bien, on va mettre notre DT, qui est bien de type int, comme on le voit ici. La température, ben, du coup, j'ai créé aussi une variable qui s'appelle température, qui est ici. Et l'ID de la condition, eh ben, j'ai mis le même nom, ID condition, et du coup, ça correspond à ce qui est ici. Et du coup, je décide d'appeler la fonction afficher météo, grâce aux valeurs qu'on l'a rentrées grâce finalement au JSON. Donc du coup, afficher météo, c'est tout simplement ça. Donc là, on voit qu'on a une erreur. Donc heureusement que j'ai bien utilisé le do catch, tout simplement pour dire que tant qu'il y a une erreur à l'intérieur de ça, eh ben, je vais afficher print erreur de conversion ici. Donc du coup là ça nous prenne bien erreur de conversion, mais du coup vous imaginez que dans votre application vous allez mettre plutôt à la place d'un print, parce que l'utilisateur ne le voit pas, le print, vous allez mettre une message box, donc du coup une alerte pour dire erreur dans la conversion. Donc ici là c'est une erreur logique, parce qu'il ne faut pas oublier que Swift interdit les requêtes en HTTP, il autorise uniquement HTTPS. Donc du coup pour ce faire c'est assez simple, il faut aller modifier le fichier list. Donc là on ajoute un app transport security settings. Donc ça encore une fois c'est dans un tuto que j'ai fait aussi. Voilà. Et on met à yes. Et voilà, parfait. Donc du coup là actuellement à Paris il fait 19 degrés et c'est nuageux. Et du coup on voit bien que tous les fonds sont bien pris en compte. Donc du coup on vérifie ici quand même, on sait jamais trop prudent, je recharge ma requête. Et je vois qu'à Paris on est dans les codes 802, donc du coup c'est bien ça, nuageux. Et il fait 19 degrés. Et là l'heure de mise à jour c'est ça, donc du coup à 15h30. Donc du coup évidemment les stations météo, même si là il est 16h30, ne mettent pas à jour à chaque fois les données. Donc du coup là on voit que la dernière mise à jour ça a été 15h30, ce qui est plutôt pas mal vu qu'il est 16h. Donc du coup maintenant là on va vouloir faire changer ici la ville. Donc du coup ici on va vouloir, parce que là directement on met en dur Paris, mais maintenant on veut mettre dans une variable. Donc du coup juste avant on va quand même mettre ça dans une fonction. Encore une fois moi j'aime bien mettre toutes mes choses dans une fonction. Mais dans tous les cas ça change strictement rien, c'est uniquement pour la lisibilité du code. Je vais appeler rechercher. Mais je vais quand même faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici je vais mettre un paramètre qui s'appelle ville. Donc ici je colle, je change strictement rien, mais au lieu de mettre ici Paris, je vais tout simplement dire que ça va correspondre à la variable ville. Donc du coup si j'appelle ma fonction rechercher toujours à l'intérieur du viewDidLoad, j'aurais pas dû... Bon du coup dans tous les cas c'est pas grave, même si on a normalement deux fonctions qui s'appellent rechercher, c'est pas important. Là ça prend rechercher avec le paramètre ville, donc du coup il trouve bien la différence que c'est pas la même chose que le rechercher avec le paramètre sender UI bouton. Donc là du coup on appelle notre fonction et là on met Paris. Donc du coup là ça va faire strictement la même chose. Mais on sait que maintenant on a la possibilité de changer facilement ici la ville. Donc voilà, on a toujours la même chose comme je l'ai dit. Et maintenant ce qui est important c'est que lorsqu'on va cliquer finalement sur le bouton, donc du coup lorsqu'on va appeler cette fonction là, donc cette fonction là est appelée uniquement lorsqu'on clique sur le bouton, donc ce qu'on avait fait avant. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton ici, et d'ailleurs je vais le renommer parce que j'ai oublié, je vais l'appeler tout simplement rechercher. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va aller dessus et du coup on va appeler notre fonction rechercher qui prend en paramètre une ville. Et cette ville là, eh ben, c'est ce que l'utilisateur aura tapé, donc ville.text. Donc du coup ville.text ça correspond, donc du coup le ville qui est ici
correspond bien à ce ville qui est ici. Et non pas ce ville là. Là, comme je l'ai dit, ça c'est à l'intérieur uniquement de la fonction qu'on a une variable ville qui est spéciale, qui est en string. Mais sinon, le reste c'est du UI text field. Donc du coup là je mets le petit point d'exclamation pour dire que même si l'utilisateur n'a rien rentré, ça va quand même renvoyer une chaîne de caractères vide et du coup ça va renvoyer ça. Alors que si l'utilisateur rentre quelque chose, ça va rentrer dans tous les cas quelque chose comme ça. Donc du coup là c'est ce que l'utilisateur a rentré. Et ce qui est important c'est que comme on l'a mis notre recherche de l'API dans une fonction, bah, du coup on peut appeler cette fonction là partout. Donc du coup là on voit qu'au début de l'application on appelle notre fonction avec uniquement Paris par défaut, mais après l'utilisateur met ce qu'il veut ici. Donc voilà, donc là on a la température de Paris. Maintenant si par exemple je mets Lyon, d'ailleurs il faudrait que je corrige ça. Donc voilà, à Lyon il fait 17 degrés 27 et on a de la pluie mais c'est ensoleillé. Donc c'est parfait, hein. Du coup là par exemple, bon nuageux mais en tout cas il fait une très bonne température en Martinique. On revient sur notre Paris, c'est toujours nuageux mais là 20 degrés, enfin 19 degrés. Donc là je vais juste corriger cette petite erreur d'interface graphique. Donc là je mets en blanc. Et là je mets le texte au milieu. Donc du coup là c'est très bien, dans tous les cas on a vu que tout fonctionne, on va pas perdre de temps dessus. On va maintenant s'intéresser à la liste des prévisions. Donc pour la liste des prévisions c'est très simple. On crée une autre vue. On crée un fichier pour cette vue. Donc ça c'est le truc obligé, c'est toujours comme ça. Faire bien attention qu'on est dans iOS. On va faire bien attention, hein, UI View Controller. Donc du coup, comme je l'ai dit, les trucs qu'on s'en sert pas, on peut supprimer. On va jamais les utiliser. Donc maintenant, on va faire pointer prévision view controller. Non. Et là, on va déjà mettre une navigation bar. On fait toujours attention à respecter les contraintes. Toujours coller en haut et coller dans les extrémités droite et gauche. On va lui mettre un bouton qu'on va mettre de type cancel. Donc là tout simplement c'est que si votre iPhone, au lieu de marquer cancel directement et qu'on met le type cancel, c'est tout simplement que lorsque votre iPhone est en français, ça va mettre marqué annulé. Si votre iPhone est en anglais, ça va marquer cancel. Si votre iPhone est en espagnol, ça va marquer quelque chose en espagnol, et ainsi de suite. Donc là ici on va modifier le titre directement dans le code. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on sélectionne d'abord CTRL drag and drop. Donc je sélectionne bien ma barre, donc une navigation bar, et je l'appelle barre du haut. Donc maintenant barre du haut .top item .title pour modifier le titre. Donc là on va faire quelque chose d'intéressant ici, on va faire passer ce que l'utilisateur a rentré ici et pour le mettre directement dans le titre ici. Donc pour ce faire il faut d'abord créer une variable ici que je vais appeler ville tout simplement, de type string. Je vais mettre la variable ville. Donc pour l'instant la variable ville est vide, mais on va le remplir avec une méthode qu'on va voir tout de suite. Donc déjà pour l'instant on va prendre le bouton ici, on va le renommer, on va le marquer prévision et là on va faire un drag and drop encore une fois et sur en show sur le prévision controller. Donc ce qui est important ici, on va sélectionner la flèche ici, on va lui ajouter un identifiant, on va l'appeler aller vers prévision. C'est-à-dire que ici lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on a un moyen d'abord, avant de rentrer directement dans notre vue, d'appeler un code avant que la vue soit passée. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans la flèche ici qui s'appelle une CG, donc là c'est une CG, on va rentrer on va dire qu'on prend ça pour le mettre dans la variable ville qui se trouve à l'intérieur de prévision controller. Donc c'est très très simple aussi. Il faut juste créer il faut juste overrider une fonction qui existe déjà. Donc on va overrider, donc ça s'appelle prépare.
Donc voilà, prepare for Segue. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et là, on va dire si l'identifiant de la Segue est égal à aller vers prévision, donc ce qu'on a mis tout à l'heure. Alors on va créer prévision ViewController de type prévision ViewController est égal à Segue.destination, on convertit bien en prévision ViewController. Donc du coup, la Segue destination, c'est Segue ici. Hein. Donc dans tous les cas, Segue c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc là, Segue.identifier pour avoir l'identifiant et destination pour avoir la destination. Et du coup là, on va voir que c'est un peu magique. On fait prévision.vc et là, lorsqu'on fait point, on retrouve bien notre barre du haut et la ville. Donc ce qu'on a en fait créé ici, donc la ville et barre du haut. Donc nous, ce qu'on va utiliser uniquement, c'est la ville. Et on va lui dire que c'est ce que l'utilisateur a rentré. Et du coup, encore une fois, cette fonction-là, c'est une fonction appelée automatiquement lorsqu'on passe dans une flèche ici. Et là, comme on l'a bien vu ici, j'ai bien mis l'identifiant à aller vers prévision. Donc il va comprendre automatiquement que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va d'abord rentrer quelque chose. Donc là, je rentre quelque chose, par exemple Paris, prévision. Et là, on retrouve bien la variable prévision de Paris. Donc là, c'est très bien. Aussi pour le bouton cancel, on va pas faire ça directement parce que c'est pas quelque chose de bien. En fait, ça va recréer carrément une nouvelle vue. Et ce qu'on veut, nous, c'est retourner simplement dans la vue d'avant. Et du coup, pour ce faire, c'est très simple. Il faut créer une fonction pour ce bouton-là. Qu'on va appeler quitter. Donc on va créer une fonction. Bon, là, j'ai fait une erreur. Donc c'est pas important, voilà. Et on fait tout simplement un dismiss avec une petite animation pour dire que ça c'est tout simplement pour dire on revient à la vue précédente sans la recharger. C'est-à-dire que si ici on avait marqué par exemple Lyon, ça va rester marqué Lyon quand on va revenir sur la page. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait fait directement un lien qui va aller recréer une nouvelle vue en faisant ça. Donc ça, il ne faut pas le faire. Donc maintenant là, eh ben, on va mettre une table view, donc c'est le plus important. On sélectionne bien la table view ici. La chose importante aussi, on va ici et on ajoute les data source et le delegate pour dire que on utilise les sources qui viennent bien du prévision view controller. De même aussi pour ici, on fait extendre les deux classes, donc UI table view data source et UI table view delegate. Donc du coup, automatiquement ici, il nous oblige à mettre des fonctions, donc à overrider des fonctions qui existent déjà. Donc ces fonctions, c'est tout simplement deux fonctions pour dire combien de sections on va mettre dans notre table view et ici combien de cellules on va afficher. Donc du coup, on imagine ici que là, ça va directement créer 4 cellules. Mais nous, ce qu'on veut, c'est utiliser d'ailleurs une variable que j'ai pas créée ici, que je vais tout de suite créer, que je vais appeler data, qui va être un tableau qui va contenir nos objets de classe de type météo. Donc du coup là, data c'est un tableau, donc du coup on peut bien faire un data.count. C'est-à-dire que si le tableau a 2 éléments, ça va retourner 2 facilement. Donc là aussi une dernière variable, je vais faire très rapidement, je vous invite à vraiment regarder le tuto sur les table view. En fait, je crée une classe uniquement pour ma cellule. Et je l'appelle custom table view cell. Donc du coup là, tout simplement, je viens sélectionner ma table view cell. Et je lui mets ma classe custom view cell. Et je profite aussi pour mettre un identifiant ici que je vais appeler cellule. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et tout simplement, j'ai mis identifiant cellule pour faire correspondre à ici qu'on va sélectionner notre cellule avec l'identifiant cellule ici. Donc là, on va lui mettre des images.
Donc ici j'ai ajouté une image, des degrés, etc. et quelque chose pour mettre la date. Je vais bien en sorte de sélectionner ma cellule ici, ou Content View, plus précisément. Et là automatiquement je peux aller dans Custom Table View Cell pour ajouter, enfin pour lier mes éléments comme d'habitude. Donc ici d'ailleurs je peux supprimer tout ça. Donc voilà, j'ai lié tout aux images, enfin j'ai lié tout à mon code qui s'appelle dans Custom Table View Cell. Et maintenant tout simplement on va se servir de l'index.path pour déterminer la cellule actuelle. Et je vais créer encore une instance de ma classe météo. Donc là on prend mon tableau data qui sera pré-rempli après. Et on prend l'index.path pour sélectionner soit 0, soit 1. Donc c'est pour se dire si c'est la deuxième cellule, la troisième, etc. Donc automatiquement grâce à ça ici, eh ben, météo, on pourra avoir les dates string, les descriptions, etc. Tout ce qu'on a rentré, tout ce qu'on a rentré finalement dans notre classe météo de la dernière fois. Donc maintenant je vais prendre ma cellule. Donc ma cellule, cette fois-ci ici ça correspond à finalement à Custom Table View Cell. Donc là on voit que dans ma cellule j'ai créé des trucs qui s'appellent icône, degré, description météo et date. Et ben c'est ce que je vais ici charger. Donc on l'avait vu pour l'image, c'est spécial, il faut faire comme ça. Avec le nom de l'image, ici on prend météo.nom image, ainsi de suite. Donc voilà, une fois qu'on a rempli toutes les cellules, eh bien, on renvoie la cellule. Et là automatiquement ça va faire le traitement. Ce qui veut dire que si je remplis mon tableau data ici par exemple, que je fais un data.append et que je mette un élément de type météo. Du coup, mon type météo, on le crée comme ça. Par exemple, un timestamp, une température. Donc, je mets par exemple 3 degrés, 4 et une condition à 300. Et je vais en mettre un deuxième juste pour le test. Là, par exemple, je dis qu'il fait 20 degrés. Et là, je vais par exemple dire 800. Et là, on regarde ce que ça donne. Donc là, par exemple, Paris. Je clique sur prévision. Et là, on voit les deux données que j'ai rentrées ici. Donc, correspond à 3 degrés 4 et 20 degrés Celsius. Donc, on voit que c'est très très simple pour ajouter des informations. Et du coup, bon là, comme le tuto il est assez rapide, je vais vraiment faire un copier-coller très bref. Qui va finalement, dans tous les cas, reprendre la méthode ici, comme on l'a vu ici, pour aller prendre les données de la ville, sauf que là ça va être un tableau, donc du coup on va pas, donc du coup là on va devoir faire une boucle, et dans tous les cas dans cette boucle faire des data.append. Donc voilà, je vous montre très brièvement. Là, j'ai pris l'URL qui est finalement qu'on avait finalement ici. Donc je le rappelle ici, ça proposait une liste avec des éléments à l'intérieur. Donc du coup, j'ai tout simplement faire un for each dans la liste. Donc comme on le voit ici, j'ai pris ma liste et j'ai fait un for each dans la liste. Et du coup, j'ai repris les DT, le main, le whether, la température, et du coup j'ai fait un data.append à chaque fois dans chaque truc pour mettre notre datetime, la température et la condition. Et du coup grâce au data.append, comme on l'a vu la dernière fois, tout va se faire automatiquement pour l'affichage. Ici je mets Lyon et voilà, prévision pour Lyon, et ben ce sera ça. Et voilà, et là on voit bien aussi notre cancel finalement, il retourne bien sur la position d'avant. Là, si on fait rechercher pour Lyon, eh bien, on voit que là, le ciel il est clair, il fait 18 degrés à Lyon. Et là, la date de dernière mise à jour, c'est à 16h. Alors, et il est 16h44. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Évidemment, il n'était pas destiné aux grands débutants, mais il était vraiment destiné quand même à des gens qui s'y connaissent un peu, forcément. Il est très très long, et j'essaie de traiter le plus de choses possible, donc forcément, je suis passé sur des détails. Comme je vous l'ai dit, il faut regarder les tutoriels avant de regarder finalement ce tutoriel là. Là vraiment j'ai vraiment créé une application de A à Z avec vous, et j'espère que ce format de vidéo vous plaira.